3 février 2018. Je n'ai pas besoin d'être réconforté, j'ai besoin de sentir combien le monde est hostile et beau, plein de piquants et de fleurs majestueuses et qui goûtent mauvais en même temps, de plantes qui t'empoisonnent. Je peux tout me mettre dans la bouche et mâcher longtemps et avaler à m'en rendre malade pendant des jours. En octobre 2009, j'attrape la grippe H1N1, j'ai des poussées de fièvre alarmantes, je sue à en tremper des draps. Pendant que je dors, j'ai un verre de jus de raisin à côté de mon lit, mais je peux à peine en prendre quelques gorgées. Je surveille ma fièvre et je me dis que si je me rends à 107 degrés, j'appelle un taxi et je vais à l'urgence. Je me réveille au milieu de la nuit et je vois des textes défiler à 1 centimètre de mon visage. Je ne peux ni les lire, ni arrêter de les voir. La mort des autres provoque aussi des rêves, mais ce n'est pas une maladie dont il faut guérir. Les fantômes ne sont pas des choses qui arrivent par hasard. Les fantômes sont le résultat d'une expérience corporelle, de l'exercice d'un corps qui se représente à lui-même et qu'on remet en forme après des centaines d'années d'étouffement sous la discipline des horaires, de la productivité, de la profitabilité. Il faut combattre et dénoncer ceux qui répètent que l'objectif du deuil, c'est de faire taire les morts qui continuent de parler en nous sans qu'on leur ait donné la parole. Ceux qui enjoignent aux vivants de mettre les morts à un endroit où ils ne vont plus déranger. Ces gens-là travaillent qu'à nous ramener à l'ordre des corps qui ne sont que de la propriété, du moi à l'intérieur avec rien d'autre, pas de monde, pas de monstre, pas d'ombre, pas de mort, pas de fantôme, pas d'autre que soi-même. On n'a jamais demandé à se faire répéter que ça va bien aller, que le deuil est un processus normal et identique pour chacun, qu'on va remonter la pente, qu'on doit faire de la place pour de nouveaux projets et investir dans la vie active. Jamais je ne réinvestirai dans moi-même l'énergie consacrée à me souvenir d'elle. Jamais je ne suivrai l'injonction de se recentrer sur soi tout simplement. Jamais je ne la laisserai dehors quand elle sonne. Je préfère tout dévorer, le bon et le mauvais, au risque de me rendre malade. Ça me donnera une excuse pour annuler un rendez-vous, remettre un texte en retard, me reposer un peu. Toutes les émotions qui te traversaient au début et que les livres sur le deuil t'ont demandé de rapporter à toi, elles ne t'appartenaient pas comme un capital à faire fructifier. Peut-être te traversaient-elles pour dire au nom d'une autre à quel point le monde est vaste et beau et triste et violent et rempli de merveilles. 17 décembre 2017. Citation des archives de Vicky. Ma mère veut que j'aille à l'église avec elle. Not gonna happen. Je dois me relancer dans l'écriture. Ce matin, je m'y lance. Un livre où je suis vivante. Ça commence à être difficile d'être morte. Fin de la citation. Mais les amis, eux, ne sont pas morts. Il reste Erika et Catherine et Daniel et Dulude et avoir besoin de ça présentement, les amis, parce que le deuil se répand partout et censure les morts. Patrick a republié son livre de poésie à l'écrou. Aimé poste plein de photos de son chien sur Facebook. Erika a parlé d'elle dans un texte. Marie-Paul pense à Ève Cournoyer. Elle n'est plus là, mais à partir des phrases qu'elle a écrites, on peut imaginer comment elle se tient dans sa propre mort. Ces phrases ne peuvent pas trop s'éloigner de ce qui lui est arrivé de son vivant. Elle reste figée dans cette manière qu'elle a de raconter les choses. Elle a laissé à Mathieu ses archives, tous ses mots de passe. Elle lui a demandé de les dépouiller et d'en faire des livres. Il ne savait pas qu'il mettrait autant d'années à dépouiller et organiser ses archives. Il a pris son temps pour ne pas écrire par-dessus, pour ne pas écrire des livres de Mathieu Arsenault avec ses phrases à elle, pour ne pas parler à la place des archives, pour demeurer attentif aux éléments des textes qui les font s'agglomérer d'une manière organique. C'est ce qui s'est passé depuis 2013. 2 ans après sa mort, il rêve à elle. Elle marche à côté de lui vers le métro et elle pleure, mais elle ne veut pas donner d'explication. Elle lui dit « J'ai des nuages qui pleurent en dessous de mes yeux ». Elle lui dit une dernière chose avant d'entrer dans la station. La mort, c'est immensément fort. C'est le premier rêve qu'il fait de cette nature. Il ne réalisera pas tout de suite ce qui a commencé là. Il y a tellement de choses qu'il ne peut plus dire, il y a tellement de choses qu'il ne peut plus faire, mais tout se passe comme si quelque chose arrivait parfois à trouver son chemin pour apparaître dans ses rêves. Il sait que ce n'est pas Vicky Gendreau elle-même qui apparaît, mais il sait aussi que celle qui apparaît n'est pas constituée de la tristesse qu'il ressent de l'avoir perdue, ni même du seul écho de ses propres souvenirs. Elle lui dit dans plusieurs rêves que s'il ne se voyait plus, c'est parce qu'elle était malade, mais qu'elle va mieux maintenant. Des rêves comme celui-là, il en a fait des dizaines. Elle dit jamais qu'elle est morte, elle parle de la mort comme d'une maladie, et lui, qui la connaît si bien, il sait que tout ce qui reste d'elle veut vivre, tous les souvenirs, tout ce qui se trouve dans ses archives, tout ce qu'il sait d'elle, tout ce qu'il peut dire d'elle, c'est qu'elle ne veut que ça continuer, dans la vie si possible, et dans la littérature s'il ne reste que ça à la fin. Testament et Drama Queens le disent aussi, elle veut plus que vivre, elle veut continuer de vouloir, elle veut continuer, elle va continuer. Vouloir est plus fort qu'apparaître, apparaître est plus fort qu'être, et être est plus fort que vivre. Elle va continuer de vouloir, même si elle ne peut plus dire « je ».
Elle va dire elle au lieu de je, et il va dire elle, et il va dire je vais dire elle et je, et elle va s'accrocher à lui. Elle va parler à travers lui, et lui, il va la laisser faire. Il est d'accord, même s'il va trouver ça dur à supporter, parce qu'à la fin, il va devoir trouver le moyen de disparaître de son propre livre pour la laisser apparaître, elle. Elle va le laisser dire je à travers elle. Il est d'accord, ils se sont arrangés, même s'il trouve ça dur, mais non, ça non plus, on peut pas en parler. Ce soir, nous fêtons les 30 ans d'Erika, et dans ce bar de karaoké de la rue Saint-Laurent, au-dessus duquel Vicky est déjà brièvement invitée, Catherine est là, Aimée aussi et Patrick. C'est la première fois depuis sa mort qu'autant d'amis de Vicky se retrouvent ensemble. Nous chantons fort pour couvrir le silence créé par le deuil que nos retrouvailles réactivent malgré nous. Mais nous allons travailler à le renverser pour que le silence à la fin chante lui aussi, pour qu'il continue en secret dans le bruit. Nous chantons tous les cris, les SOS, Voyage, voyage, et du Taylor Swift pour enterrer le souvenir de la maladie, pour enterrer la mort. La table d'à côté est pleine de bières vides dans des sacs en plastique du dépanneur. La moitié des clients n'ont pas l'âge légal. Danny Pelouse était fâché ici dans une soirée de poésie où personne n'écoutait. Il avait dit au micro, je vais vous en jouer même pas d'harmonica. Il avait lancé son harmonica dans la salle. Et Vicky lui avait crié, monte tes boules! Drama Queen est son dernier livre. Mais elle veut que son dernier livre en soit un où elle est vivante. Alors oui et non, et oui et non, et oui et non. Ça commence à être difficile d'être morte. 25 juin 2018. Dans l'interprétation des rêves, Freud démontre que les rêves sont constitués de deux types de matériaux. Ils contiennent des souvenirs et impressions d'enfance et des éléments vécus ou pensés dans les jours précédents. Mais Freud bute sur un autre matériau indéterminé, celui-là qu'il méprise, constitué selon lui de couches et de couches obscures de pensées latentes et tendancieuses ajoutées aux matériaux biographiques, permutés, dégradés, qui empêchent l'analyste d'en faire une interprétation cohérente fondée sur le refoulement sexuel. Si au siècle dernier, cette explication du refoulement sexuel suffisait pour l'escamoter, on ne peut plus aujourd'hui faire abstraction du matériau indéterminé du rêve, qui appartient au monde et non à notre petite histoire. Nos rêves nous présentent chaque nuit cette évidence que l'univers n'a pas besoin de nous pour continuer d'exister, mais la mort qui apparaît en rêve reste dépourvue de sens pour notre ego. Dans la plupart de nos rêves, nous sommes les figurants banals de nos drames narcissiques. Rien n'est plus simple que de construire une interprétation qui permette de tout ramener à soi et de faire taire le tiers indéterminé, le tiers où se tiennent les autres qui meurent avant nous et les autres qui continueront après nous. Rien de plus facile que de faire taire ce tiers en refusant de le laisser parler, en te faisant parler à sa place, en plaquant dessus un refoulement sexuel plus ou moins convaincant, ou l'idée que lorsque tu vois ton amie morte en rêve, c'est toi, en fait, que tu vois et que tu médites à ce moment sur l'éventualité de ta propre mort. Mais tous ces déplacements n'épuisent pas l'immensité de ce qui n'est pas toi. Si les rêves n'étaient qu'un spectacle narcissique, l'apparition des morts serait rassurante. On pourrait la rapporter à un mécanisme de projection te préparant à la mort. Mais les morts, quand ils se manifestent en rêve, disent toujours quelque chose d'autre. Leur présence n'est assimilable ni à l'ego projeté, ni à la survivance d'un autre ego, en toi ou quelque part ailleurs, dans une sorte d'au-delà, te donnant l'espoir de survivre à ta propre mort. Il n'y a pas d'au-delà d'où revenir. On pourrait voir les morts qui nous apparaissent comme la condensation du matériau indénombrable venu de partout autour dans les jours précédant le rêve. Et toi, tu assistes à cette condensation. Plus tu l'invites au quotidien à remonter en toi, en te souvenant du mort, en parlant de lui, en provoquant les ouvertures, les occasions où il pourrait arriver de lui-même, plus ce matériau va t'habiter et plus les chances vont augmenter qu'une modulation apparaisse que tu ne contrôleras pas. La modulation va faire remonter des choses qui ne t'appartiennent pas, des souvenirs enfouis avec un aspect de la personnalité du mort qui interagira avec autre chose que les souvenirs eux-mêmes, qui interagira avec une situation, un présent qu'il n'aura pas connu, et des émotions vont aussi remonter dont tu comprendras la cause que plus tard. Le poème de la voiture qui boit du diesel, dont j'ai parlé au début du livre, a été écrit par toutes ces petites choses qui se sont déposées en toi et qui sont trop nombreuses pour que tu parviennes à les faire tenir consciemment ensemble. Il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas d'occulte, il n'y a pas de spiritualité ésotérique, il n'y a que le matériau du monde à perte de vue. Tu rêves à des foules, tu vois des visages, tu n'arrives jamais à te souvenir, mais ils étaient pourtant là, dans ton rêve, nombreux et indéterminés, comme est indéterminée cette partie de Vicky qui apparaît en rêve et qui appartient pas au souvenir que tu as d'elle. Cette partie, tu vas l'appeler la morte.
C'est dans son tiers indéterminé à elle que remonte un univers trop vaste pour l'ego narcissique. Tous ceux que tu vois en rêve se déplacent dans la nuit. Et Leibniz se trompe quand il dit que les monades sont sans porte ni fenêtre. La chaleur, les odeurs, la rumeur de la ville, la lumière finissent toujours par entrer. Les rideaux ne bloquent jamais complètement ce qu'on n'arrive pas à ramener à soi. Soleil et cendres de Vicky Gendreau, 2013, lac Kenogami.